Bonjour tout le monde, ici Francis Paquin et bienvenue au Balado Box Le Compte de 8. Cette semaine à l'émission, un YouTuber fait sensation. Joe Smith devient champion à l'arraché et le retour du nouveau Andy Ruiz. Et c'est avec bonheur que je retrouve Monsieur Adrien Maher. Salut Francis, comment ça va? Ça va très bien, Adrien. C'est pas l'action qui a manqué au cours des deux Oui. dernières semaines dans le monde de la boxe. Il y a eu des combats très, très excitants, dont celui de Joe Smith, celui de Erwin Mmh. Yankayas également, probablement un des candidats au combat de l'année. Mais ce Mmh. qui a retenu l'attention, Adrien, c'est le combat que posait le YouTuber Jake Paul contre Ben Askren. Je dis ça parce qu'Adrien, c'est ça n'a aucune mesure la popularité de Jake Paul. Je travaillais dimanche Mmh. à RDS et l'article le plus lu et de loin de la journée, c'était le résumé du combat. De loin, là, pourtant le Canadien a Ouais. joué, le CF Montréal a joué, mais ce qui intéressait les internautes, c'était le combat entre Jake Paul et Ben Askren, combat qui a été assez court, là, qui a duré 1 minute 59 secondes. Et au début, on n'en a pas nécessairement parlé en amont. Pourtant, Jake Paul avait quand même un partenaire d'entraînement qu'on connaît très, très bien, c'est-à-dire Jean-Pascal. Et on peut regarder ça de haut, lever le nez là-dessus. Mais là, les chiffres d'événements, d'achat pour la télévision à la carte ont commencé à être publiés. Bon, c'est évident que ça va prendre quelques journées avant d'avoir les totaux et les chiffres officiels. Mais là, il y a les premiers journalistes spécialisés ont sorti 1,3 million, 1,4 million d'achats pour des revenus là, de 65 millions de dollars. Donc, il se passe quelque chose. Et toi, Adrien, dans la vie de tous les jours, tu es un spécialiste des médias sociaux, gestionnaire de communauté Mmh. à RDS. Et forcément, là, il y a quelque chose qui se passe parce que c'est pas une question de purement de spectacle. Là. Il y a un phénomène autour de Jake Paul, puis je pense que tu es bien placé là, pour décortiquer tout ça. Ouais, bah, on voit un petit peu j'allais dire l'influence des influenceurs, c'est justement pour ça qu'ils sont appelés influenceurs. Hem, ils ont réussi à se créer, et Jake Paul en est un des plus populaires, à se créer un public qui va les suivre pour tout et n'importe quoi. Alors il faut se dire que, il a une grande gueule Jake Paul, il veut régler ses problèmes dans le ring, mais en même temps il livre la marchandise, il a réussi des beaux KO. Bon, faut faire attention à la qualité de l'adversaire là, mais il a livré la marchandise dans ses combats et ça ramène à la boxe. Alors, les puristes vont te dire que ça fait un cirque et c'est vrai que, quand tu regardes le pay-per-view, ça a été un petit peu un cirque là. Entre les on voit que c'est pas des professionnels de la boxe qui ont organisé, tout ce gala. Ça paraissait parfois amateur dans plusieurs aspects, par exemple, mais des trucs, des petits détails, heu, par exemple, ça m'a un petit peu énervé le réalisateur qui se donne des angles de caméra un peu artistiques, bon, un peu entre les cordes, en contre-plongée. Alors ça fait une belle image, mais tu vois pas la distance, tu vois mal le combat. Donc on voit que c'est pas des gens qui viennent du monde de la boxe, mais c'est des gens qui viennent du monde du spectacle, qui ont organisé tout ça. Les commentateurs, c'était assez particulier avec, Snoop Dogg et d'autres et Al Bustin paraissait complètement, hors de tout ça. Enfin, il paraissait comme un intrus, alors que c'est un journaliste qui est au temple de la renommée de la boxe, mais il paraissait être l'intrus dans ce casting-là. Hem, donc il y a plein de petites choses comme ça qui m'ont un petit peu dérangé. Les puristes vont te dire que ça ressemble à un cirque. Ça fait un peu mal paraître le sport, la boxe elle-même. Par contre, comme tu l'as bien souligné, ça amène beaucoup de revenus et ça amène surtout un autre public parce que ces gens qui ont regardé le combat, les gens qui ont, lu l'article sur le rds.ca, pas forcément des gens qui vont regarder les autres combats, qui suivent la boxe, de manière régulière. Mais là, c'est un happening, c'est un événement et c'est ça qui attire les gens. Alors oui, il y a quand même beaucoup de côtés négatifs parce que ça décrédibilise un petit peu le reste de la boxe, les autres combats, mais ça amène aussi un côté positif, ça amène de l'argent déjà, c'est important et ça amène aussi un autre public. Je te comparerais ça au spectacle de la mi-temps du Super Bowl. Il y a beaucoup de gens qui vont regarder le Super Bowl parce qu'ils veulent voir le concert à la mi-temps, pas parce que le match les intéresse, mais parce qu'ils veulent voir le concert.
Alors les puristes de la NFL, ceux qui sont les fans, de la première heure, ils viennent pour regarder le match. Ils veulent voir le match et s'il y avait pas de concert à la mi-temps, ben, on s'en fout, on veut voir le match. Mais ça amène ce public qui est intéressé par le concert et qui, par de même, ben, va regarder le match malgré tout. Donc c'est 2 publics différents et ça permet de les faire, se rejoindre. Mais, ça me laisse quand même un petit goût amer, dans la bouche parce qu'il y avait d'autres combats de haut niveau et de voir l'ampleur que ce combat-là avait, ça me fait un petit peu peur pour la suite quand même. Ouais, parce que tu le souligné, l'entreprise qui est derrière cet événement-là, c'est Triller. C'est la même qui avait organisé Mmh le mh. combat exhibition entre Mike Tyson et Roy Jones. Et c'est intéressant que tu aies parlé de la diffusion parce que pour cet événement-là qui a eu lieu il y a quelques mois, on avait ni plus ni moins là, pas mal embauché les membres de l'équipe d'HBO. On sait qu'HBO ne fait plus de boxe, donc on s'était tourné vers ces derniers. Peut-être une formule Mmh. davantage classique. Là, pour cette fois-ci, pour le combat entre Jake Paul et Ben Askren, on a vraiment on est vraiment allé ailleurs. Et tu mentionnais là, pendant le knockout, là, on entend des jurons parce qu'on a l'impression d'être Ouais. un peu une formule aussi différente. Là, comme on le voit, il y a certains balados au Québec qui sont très populaires. Là, les gens prennent un verre, puis on a des conversations un peu sur tous les sujets. On n'a pas un cadre rigide comme on est habitué de le voir, par exemple, dans la Mmh mh. diffusion des reportages qui sont issus là, de la grande tradition des grands réseaux américains comme ABC, CBS, NBC, où on peut penser à Radio-Canada, RDS ici, où on a vraiment une formule plus guindée, là, entre guillemets. Là, Mmh. vraiment, on s'est dirigé vers un nouveau public parce que le public qui s'est intéressé à l'événement aussi, c'est le genre de rivalité entre Jake Paul et Ben Askren a commencé sur les médias sociaux. Donc, il y a beaucoup Mmh. de gens qui ont acheté l'événement parce que, dans le fond, où est le public maintenant? Où sont les jeunes? Ben, ils sont sur les différentes plateformes des médias sociaux. Et on voit, hein, on peut s'enthousiasmer là, devant, par exemple, le combat, on va en parler un peu plus tard, de Demetrius Andrade contre Liam Williams. Ça a été un excellent combat de boxe, plusieurs revirements. Mmh. Mais fondamentalement, ça s'adressait aux amateurs vraiment intenses de boxe. Surtout là, que l'heure, c'était au beau milieu de l'après-midi pour une diffusion en soirée au Royaume-Uni. Donc, on ne peut pas non plus reprocher à des promoteurs parce qu'il y a de l'argent à faire, on l'a vu. Puis il y avait aussi, tu l'as Mmh mh. mentionné, hein, toute une portion spectacle. Un peu ce que on peut faire des fois des blagues, mais un peu ce que le groupe Yvon Michel avait tenté lors de son événement à Québec. On avait un pianiste sur place qui interprétait des chansons. Là, ben, Mmh. c'est qu'on attire des grosses pointures. Là. Il y avait notamment, là, je sais de mémoire, les Black Keys ou encore Justin Bieber. On en a vraiment pour tous les goûts. Donc, c'est pas juste un combat de boxe, mais c'est vraiment un événement. Puis on voit que les promoteurs, hein, on a toujours essayé, puis je pense que ça a été un des grands succès de l'UFC au cours des dernières années, ben, c'est toujours la même formule, c'est-à-dire on va opposer les meilleurs et l'excellence du sport, ben, c'est ça qui va remonter à la surface et ce qui fait que les gens vont s'y intéresser. Mais malheureusement, les courants changent, les générations changent et on a l'impression que pour rejoindre le jeune public, ça prend plus que ça. On le voit, hein, on s'est beaucoup moqué des fois de boxeurs comme Ryan Garcia qui exigeait beaucoup d'argent parce qu'il disait ben, moi, j'ai un nombre assez important d'abonnés sur les médias sociaux et on diminuait un peu ce qu'il accomplissait, puis on disait ouais, mais ça compte pas et tout, mais on réalise que, au contraire, là, ça compte, c'est important. Puis que ce soit un artiste, un sportif ou une personnalité publique là, qui a des millions d'abonnés, ben, ça se monnaie d'une certaine façon. On ne peut pas reprocher à quelqu'un comme Jake Paul là, d'avoir trouvé un filon. Bon, il faut après ça livrer la marchandise et faire en sorte que les gens s'y intéressent puis qu'on continue à Mmh. suivre parce que c'était quand même son troisième combat de boxe et je veux dire, on n'a Ouais. pas le choix de. Il a pris son entraînement très au sérieux et ça paraissait, contrairement à Askren, qui est pourtant un Ouais. ancien sportif de très haut niveau. Je veux dire, il a participé aux Jeux Olympiques en lutte. Ensuite, s'est tourné tout naturellement vers les arts martiaux mixtes. Il a été champion chez Bellator. C'est même a combattu à l'UFC. Donc, c'est pas un pied de céleri, mais clairement, il n'était pas en très grande forme physique et il en a payé le prix dans le ring. Donc, je trouve ça intéressant. Puis d'un autre côté aussi, c'est assez révélateur de la façon dont l'industrie de la boxe se comporte parce que je regardais dans la foulée là, de Tyson contre Roy Jones, là, il y a plein d'autres combats comme ça qui s'en viennent. Je pense notamment à Evander Holyfield Mmh. qui va affronter Kevin McBride le 5 juin. On parle d'un combat entre Marco Antonio Barrera
Eric Morales, mais là, finalement, Barrera affrontait Jesus Soto Caras. Miguel Cotto contre Juan Manuel Marquez. On parle même d'un combat entre Julio César Chavez père et Hector Camacho en sous-carte d'un combat entre Julio César Chavez fils et Anderson Silva. Il y a aussi question qu'Oscar de la Hoya revienne dans le ring, mais bon, est-ce que ça va se faire? Mais manifestement, là, il y a un intérêt là, pour ce genre de cirque. Oui, et c'est de voir des anciens boxeurs comme ça qui reviennent, bon, ça fait un petit peu mal au cœur parce que tu vois qu'ils sont plus du tout les mêmes que dans la période où on les a appréciés. Mais au moins, c'est d'anciens boxeurs qui sont ils connaissent leur métier. C'est juste le physique qui est plus, forcément là, et ça amène un côté un peu nostalgique, et ça, si c'est comme Tyson l'a fait, pour un côté, caritatif aussi, ça me dérange pas du tout. C'est plus quand c'est des là, on a vu dans le gala, de samedi dernier, il y avait un propriétaire de nightclub contre un chanteur de reggaeton, donc il y a des combats un peu, complètement improbables comme ça. Mais si ça intéresse les gens, et ben, écoute, ça ils ont aucune raison de ne pas le faire, et Jake Paul, il a été intelligent dans sa manière de gérer les choses parce qu'il s'est inspiré aussi de beaucoup d'autres sports, pas juste de la boxe. Il s'est inspiré des arts martiaux mixtes dans la manière de vendre le combat. Ça ressemble beaucoup à ce que fait Conor McGregor. C'est un gars qui parle énormément, qui fait beaucoup de trash talk, qui est très présent, bien évidemment, sur les médias sociaux. C'est de là d'où il vient. Hem, mais il a réussi à créer cet engouement comme ça uniquement en parlant, uniquement avec sa grande gueule, et aussi il a un peu emprunté à la lutte, à la WWF, avec ce côté spectacle, les entrées, la marche vers le ring et cetera, qui existe aussi en boxe, mais là ça faisait plus lutte, personnage de lutte que boxeur. Hem, mais comme tu dis, il livre la marchandise, et du côté de Askren, il est arrivé en une forme physique, je dirais dégueulasse, là. Ça avait pas l'air d'un ancien athlète professionnel qui, en plus, il a arrêté sa carrière, d'arts martiaux mixtes il y a pas très longtemps. Mais il faut dire que lui, ça a toujours été un lutteur. C'est un gars qui était pas bon en stand-up, heu, qui même dans l'UFC, quand il est arrivé, il avait une technique, ça se voit qu'il sait pas se battre debout. Ça a jamais été son point fort. Lui, tout ce qu'il faisait, c'était emmener les gars au sol et lutter pendant 5 minutes. C'était son pain et son beurre, donc un petit peu à l'image d'un Damian Maia, c'est un gars qui debout fait pas c'est pas très beau à voir, et Jake Paul par contre, on peut le critiquer, mais son entraînement, il l'a vraiment pris au sérieux, et Jean Pascal d'ailleurs, là, on en avait parlé avant en disant qu'il mettait toutes les chances du côté de Jake Paul parce qu'il l'a vu à l'entraînement, puis il a vu que c'était sérieux. Ça peut être c'est un youtubeur, mais c'est quand même un gars qui est physiquement, en grande forme et qui visiblement a une très bonne force de frappe. Heu, or no c'est sûr qu'il a pas la meilleure technique parce que c'est pas un gars qui boxe depuis très longtemps, mais il est capable de faire parler cette puissance, et contre des gars comme Askren ou comme, Nate Robinson, comme ça avait été le cas avant, et ben, il est capable de leur passer le chaos. J'évoquais le 1,3, 1,4 million d'achats. Le record pour 2021, c'est 1,6 million pour le combat entre Conor McGregor et Dustin Poirier. C'était un deuxième combat entre les deux combattants. Donc, Mmh. ça en dit long là, sur l'intérêt que Paul a réussi à susciter. Puis on le voit, hein, c'est un autre sujet, mais tout le rebranding, là, tu me permettras l'anglicisme du Club de foot Montréal, ça s'inscrit un peu là-dedans. Hein. Des fois, Mmh. on faut chercher par tous les moyens de susciter l'intérêt. Puis on a besoin de. C'est plus juste ce qui se passe sur le terrain, dans le ring ou dans la cage, dans l'octogone là, qui est important. Il y a tout l'enrobage qui vient autour et devient aussi critique là, si on veut que les gens, dans le fond, dépensent de l'argent, hein, parce que c'est un. Mmh. On dit hein, commander un événement de sport de combat, là, c'est souvent une décision qui se prend à la dernière minute. Puis il y a tout un processus entre le moment où on va cliquer, puis faut qu'on ait des raisons de le faire. Puis on voit que ça a été un succès, je répète, là, sur toute la ligne pour l'événement de Thriller samedi. Ouais, et le côté émotif, ça joue là-dedans. C'est que quand les émotions sont en jeu, ben, tu vas vouloir le regarder, donc il faut créer de l'excitation, et on peut voir l'influence chez, par exemple, le combat dont on va parler tout à l'heure, Android contre, Liam Williams.
Android est normalement un gars qui est très discret, qui ne parle pas beaucoup et là, il a fait beaucoup plus de trash talk avant ce combat-là, un peu dans la lignée de ce qu'on voit chez certains combattants d'arts martiaux mixtes ou chez, Jake Paul ou dans cette nouvelle manière de faire donc ça influence aussi des gars, à suivre ce modèle-là alors que c'est pas forcément leur, naturel pour eux. Ben, on peut en parler immédiatement, hein. Il n'y avait pas beaucoup, d'amour dans le ring entre, Demetrius Ouais. Andrade et Liam Williams. Ça s'est senti, hein, Andrade a commencé le combat super rapidement, s'est rué sur Mmh. son adversaire. On avait même l'impression là, qu'elle allait être en mesure de le finir assez rapidement, l'envoyer, Ouais. au plancher, dès le deuxième round aussi, Williams n'a jamais été capable de contrer les uppercuts, de Andrade, là. C'était vraiment, sidérant. C'était vraiment des coups de poing, là, parfaits et il a été en mesure, là, de résister jusqu'à un certain point, mais les juges ont parlé défaite, là, quand même assez large au point, à part, j'ai pas noté, malheureusement, les pointages, mais bref, ça a été une victoire sans équivoque, là, Ouais. de Demetrius Andrade. Ouais, si ma mémoire est bonne, c'était 118-110 par 2 fois et il y a un juge qui a donné 116-112. Je penche plus vers le ouais, c'est à peu près ce qu'on a vu et les 2 boxeurs ont amené ce qu'on attendait d'eux. Andrade, il a amené toute sa technique, on a vu ses déplacements sont incroyables. Les déplacements latéraux, qu'il fait, c'est très, très dur à anticiper. Et ça lui permet de se donner des angles d'attaque, vraiment particuliers. Tu as parlé de ses uppercuts, ça a été son arme principale. J'ai jamais vu un boxeur envoyer autant d'uppercuts dans un combat des 2 mains. Il a été très précis, avec ses 2 uppercuts, notamment celui de la main avant, le droit où il sort sa tête de la ligne, il va sur le côté pour aller placer cet uppercut entre les gants. Donc quand il sort sa tête sur le côté, Williams ne peut plus le voir comme il a les 2 mains qui sont montées. Il ne le voit plus et il voit pas le coup qui arrive, en dessous du coude. Donc c'est pour ça qu'il s'est fait atteindre à chaque fois, c'est parce qu'il avait pas de parade contre ce coup-là, parce qu'il le voyait pas arriver. Hem et il a un arsenal de coups très, très variés. On a vu, il l'a envoyé au tapis au deuxième round avec un classique Un direct. 1-2 jab direct. Ouais, entre les gants, c'était techniquement parfait. Par contre, c'est toujours le même reproche qu'on peut faire à Andrade, c'est qu'il commence fort. Souvent, il fait mal à ses adversaires en début de combat, il les envoie au tapis, mais il arrive jamais ou très rarement à terminer le travail et ça lui coûte aussi, à mon avis, un certain suivi et des combats contre l'élite qu'il recherche parce que, eh ben, ça finit toujours en décision et les gens, ils aiment les KO, c'est ce qui vend. Et c'est un petit peu dommage pour lui qu'il soit jamais capable de terminer le travail et dans ce combat-là, il a manqué un petit peu d'énergie sur la fin, mais il faut dire que Williams a jamais arrêté de travailler et ça, on le savait. Williams, il est dur au mal, c'est un gros travailleur, un gars qui avance tout le temps, qui met énormément de pression, qui va être capable de passer à travers la tempête pour lancer ses coups. Alors, il a rarement atteint la cible parce qu'Andrade est insaisissable, mais il a donné un effort A+, il a continué à attaquer, il s'est jamais découragé. Il a quand même réussi à l'atteindre à quelques reprises. Il a jamais réussi à l'atteindre plusieurs coups à la suite, mais il y a quelques coups uniques, notamment à un moment donné, une droite qu'il a atteint en pleine cible, en plein visage et celle-là a fait mal à Andrade donc Andrade a quand même montré un petit côté, vulnérable face à un gars qui a quand même des armes limitées par rapport à l'élite de cette catégorie. Donc, ça va peut-être, donner des idées aux autres champions. On sait qu'Andrade, il a demandé un combat contre Charlo, il aimerait avoir Golovkin, mais ces boxeurs-là ont d'autres plans en tête parce que Andrade, c'est pas un très bon vendeur, donc il y a pas un grand intérêt d'aller se battre contre lui parce qu'il est dangereux et il te ramènera pas une certaine popularité donc on sait que Bon, on l'a Golovkin vu, hein, c'est le boxeur actif, qui se fait le moins toucher, par round, là. Je mets ouais. une moyenne de moins de 6 coups, mais Williams a été quand même, capable de faire augmenter la moyenne, là. Je pense que c'était à peu près, Mmh. 9 à 10 coups, qui a été par round en mesure de toucher pendant le combat, mais effectivement, peut-être le changement de ton d'Andrade est clairement lié à son désir, là, de susciter l'intérêt pour avoir finalement ce Ouais. grand combat-là, contre, un autre des champions des poids moyens ou même qui sait peut-être passer à la catégorie supérieure pour affronter, Canelo ou encore, Sanders. Mmh.
Ouais, j'aimerais Dans le voir cette, contre un des champions parce que c'est un talent incroyable. C'est dommage qu'il ait pas les combats à la hauteur de son talent, donc il mérite, mais en même temps, il y a toujours un petit truc qui fait en sorte que les gens se retiennent un petit peu. j'avais évoqué, un combat de poids lourd entre, Mahamudrazul Majidov et Andrei Fedorov. Hem, Majidov, on sait, c'était son quatrième combat seulement dans les rangs professionnels, un ancien médaillé, olympique et Mmh. je le surveillais parce que des fois, on se dit affronter un vétéran avec autant de combats, il y a un risque. Eh bien, ça s'est avéré, hein, défaite dès le Ouais. premier round, 2 chutes au plancher. Semble s'être blessé à la cheville droite après la deuxième chute, n'a pas été en mesure de continuer, là, mais a été frappé par un train, on peut dire, au cours de ce combat. Ouais et pourtant il avait bien commencé avec son jab. C'est un gars qui a une technique sûre, il a été 3 fois champion, du monde amateur, donc c'est un boxeur qui a vraiment de l'expérience, un gros bagage. Il a bien commencé, mais Fedosov, c'est un cogneur, c'est un gars qui a eu quelques défaites en cours de route. C'est pas un boxeur de l'élite, mais c'est un gars, s'il t'atteint directement sur la cible, et ben, il est capable de fermer les lumières et ça a été le cas sur ce c'est sorti de nulle part, hein, un 1-2 et c'est le jab qui a effleuré le visage de Majidov et il a un peu ça l'a aveuglé. Il a pas vu la droite arriver, pleine mâchoire et c'est quand il est tombé, je pense qu'il je suis pas médecin, mais ça ressemble à une vilaine fracture de la cheville. Je sais pas comment il a fait pour se relever et continuer, ça a duré quelques secondes, là, il est retombé tout de suite, mais on a vu la cheville tourner complètement, à l'envers, donc ça ressemble à une vilaine fracture, soit de la cheville, soit, en bas de la jambe, tibia péroné. Ça veut dire une longue indisponibilité pour Majidov et écoute, c'est le début de sa carrière professionnelle. Il a quand même 34 ans, mais quand tu perds contre Fedosov, ça c'est pas bon signe pour arriver au niveau mondial et au niveau d'une ceinture, surtout qu'il va avoir une longue période de pour se soigner, pour revenir au haut niveau donc écoute, ça arrive chez les poids lourds, un seul coup, ça peut changer la donne, on le dit tout le temps et là, ça a été le cas pour Majidov, donc on lui souhaite de revenir, mais ça va prendre un petit peu de temps. Un petit mot rapide sur le Canadien Arthur, Biarslanov, hein. C'était le seul représentant, canadien au tournoi de boxe masculine aux Jeux olympiques de Rio. Il y avait eu, Ariane Fortin, Mary Spencer, ou Mandy Bujold plutôt, qui s'étaient battues, du côté, féminin, mais chez les hommes, il y avait un seul représentant. On n'avait pas remporté de médaille et bon, est en apprentissage, hein, il est en début de carrière, compte moins de 10 combats à sa fiche, mais ce qui est intéressant, c'est que son entraîneur, c'est Samuel Descaries-Drolet et quiconque le connaît dans le milieu Mmh. de la boxe sait que c'est quelqu'un de très posé, quelqu'un qui a une intelligence très fine et on voyait travailler, hein, au début, après chacun des rounds, des instructions simples, des mots-clés et tout. Et à un moment donné, Biarslanov s'est un peu installé sur le pilote automatique et on sentait là, que le combat allait peut-être lui échapper, euh, travaillait pas bien et Samuel Descaries l'a vraiment sermonné. Là, j'ai noté ses propos. Il a vraiment dit tu peux pas me faire ça. Tu peux pas prendre 3 mois de travail puis les gaspiller en te forçant pas. Là. Il faut que tu te mettes en marche. Il faut que tu te battes derrière ton jab et ça a semblé avoir l'effet escompté, mais a toujours dû le fouetter. C'était quand même particulier d'entendre quelqu'un qui est habituellement si posé, qui ose jamais le ton. Là. Il n'y avait pas le choix de faire quelque chose. On sait, il fait partie de la grande équipe d'entraîneurs de Marc Ramsey. C'est intéressant de le voir travailler dans le coin. Là. J'ai eu l'impression qu'il a fait une certaine différence. Là. Si il s'était contenté là, de donner ses instructions là, comme il faisait au début du combat, le Canadien aurait pu subir sa première défaite. Ouais et c'est le boulot c'est là qu'on voit les bons entraîneurs, c'est qu'il y a pas juste le côté technique. La boxe, c'est aussi très émotif. On voyait souvent ça avec Teddy Atlas qui va chercher au fond de toi-même les émotions, ce qui te parle. Il va chercher quelque chose qui est, qui va allumer un feu en toi et qui va faire en sorte que tu vas te dépasser et ça, il faut connaître son boxeur pour ça. Parce qu'il y en a, si tu les choques un petit peu comme ça va avoir l'effet inverse, ça va les crisper, alors qu'il y en a d'autres, ça va les fouetter et ça va les forcer à travailler plus fort. Alors ça démontre une grande intelligence, au niveau humain, parce qu'il faut connaître la personnalité, il faut savoir comment le boxeur réagit et ensuite tu as tout l'aspect technique qui est bien évidemment,
une de ses grandes forces. Donc, c'est le boulot d'un bon entraîneur et il a démontré que c'était le cas chez lui. C'est toujours intéressant de voir, d'entendre les entraîneurs dans leur coin et voir la dynamique, hem, à quel point ça peut cliquer entre un boxeur et son entraîneur. Parce que des fois, on voit un entraîneur qui parle et on dirait que ça rentre par ici et ça ressort, tout de suite de l'autre côté. Hem et parfois on voit quelque chose de il y a un lien entre les 2 qui les unit et qui fait en sorte que que ça maximise le talent du boxeur et écoute, c'est le signe des bons entraîneurs donc c'est pas étonnant. Adrien, parmi les autres combats qui ont retenu notre attention, évidemment le combat de championnat du monde entre Joe Smith-Fils et Maxime Vlasov. Les deux Ouais. boxeurs s'affrontaient pour le titre vacant des poids mi-lourds de la WBO. C'est une ceinture qui appartenait à Canelo Alvarez, mais il avait renoncé, dans le fond, pour retourner chez les 168 livres. Euh, Smith était largement, ben, je dirais pas largement, mais je pense les preneurs au livre et la plupart des observateurs aux États-Unis le voyaient gagnant. Joe Smith, on l'a souvent répété, hein, c'est une très belle histoire. Un ancien col bleu qui a maintenant sa compagnie d'émondage. C'est un gars du peuple. Et Mmh. par contre, on l'a vu, hein, un col bleu, puis il a travaillé pour remporter ce combat-là. Vlasov là, lui en a donné pour son argent, avec un style Ouais. qu'on voit, je te dirais rarement là, à ce Mmh. niveau, là, les mains très basses. Ça a pris du temps Ouais. là, à Smith pour trouver des pistes de solution. Ouais, bah, ce style inhabituel, c'est ce qui fait le succès de Vlasov. Un gros volume de coups aussi, mais quand tu vois arriver ce gars-là en face de toi, tu te dis: «Mais qu'est-ce qu'il fait?» Et ce genre de boxeur, c'est très, très compliqué de se préparer pour eux parce que tu peux pas trouver un partenaire d'entraînement qui va, imiter son style parce qu'il y a personne qui sait se battre comme ça. Donc ce genre de boxeur-là, c'est pas, à l'entraînement que tu vas apprendre à les battre. C'est pas en faisant un plan de match, qui va bien fonctionner parce qu'il faut que tu décryptes leur style dans le ring et ça demande, en anglais, ce qu'on dit ring IQ, de l'intelligence de ring, si tu veux, heu et c'est de décrypter son style au fur et à mesure et de s'adapter et c'est là que je trouve que Smith a péché un petit peu. Il a trouvé la solution, mais tout à la fin, avec le travail au corps. Il a fait mal, à Vlasov, au corps et il a pu ensuite, remonter à la tête, dans les 10, 11e, 12e rounds. C'est ça qu'il a fait, c'est pour ça qu'il a eu du succès. Il aurait pu se faciliter la tâche s'il avait commencé ce travail au corps un petit peu plus tôt dans le combat. Alors c'est dommage pour lui qu'il ait pas compris ça, un peu plus tôt et c'est ce qui est peut-être un petit peu décevant dans son cas, mais par contre ça a donné un très bon combat et on peut pas tant reprocher ça à Smith parce que quand tu as un boxeur qui a les mains complètement basses au niveau des hanches et même plus bas et qui avance, le visage comme ça vers toi, bah, tu as une seule envie, c'est de le frapper à la tête et c'est ce qu'a essayé Smith. Il l'a atteint souvent, mais Vlasov a des bonnes esquives, capable de contrer et avec des coups qui arrivent comme il a les mains basses, ses coups arrivent d'angles, improbables. Donc c'est très compliqué de gérer un gars comme ça, et ça a donné un combat très serré. Ça aurait pu être un combat nul, mais j'ai pas été étonné. On sait que c'est un Américain, c'est aux États-Unis. Il y a le combat contre Beterbiev qui est en ligne de mire, donc j'étais pas étonné d'entendre une décision en faveur de Smith qui c'est pas un je dis pas que c'est un vol, loin de là, mais ça aurait pas non plus été, un scandale que Vlasov remporte le combat ou qu'il y ait un combat nul. C'était en tout cas très serré. Il y a plusieurs rounds qui étaient compliqués à juger et d'ailleurs, c'est typique de Vlasov. C'est un problème pour ses adversaires, c'est aussi un problème pour les juges parce que son style inhabituel fait en sorte que c'est un peu plus brouillon, c'est jamais très clair. Je me souviens de son combat contre Glovaki, c'était un petit peu ça aussi. C'était très compliqué de trouver ce qui faisait la différence entre les 2 boxeurs dans chacun des rounds. Donc ça va le poursuivre tout le reste de sa carrière. Vlasov, il va toujours avoir des décisions serrées mais c'est jamais facile de bien paraître contre un gars comme ça, parce qu'il est tellement, awkward, là, maladroit pas maladroit, mais bizarre que tu trouves pas c'est pas avec des armes classiques que tu peux battre un gars comme ça. Par contre, un point, qui m'a un peu dérangé, c'est au 11e round, après la chute au tapis. Je trouve que l'arbitre a donné un petit coup de pouce à Vlasov parce que
Smith lui avait fait mal au corps, ensuite est remonté à la tête et Vlasov, il en avait plein les bras et je pense qu'il serait tombé s'il n'avait pas accroché. Alors oui, le dernier coup, c'était en arrière de la tête. Faut dire que Vlasov a placé sa tête pour que le coup arrive en arrière et l'arbitre lui a donné le bénéfice du doute, a pas compté ça comme une chute au tapis et lui a donné le temps de récupérer. Ça l'a beaucoup aidé parce que peut-être que Smith aurait pu terminer le combat si l'arbitre avait compté ça comme un knockdown, ou du moins n'avait pas donné, 5 minutes de repos, à Vlasov. Donc je trouve que là-dessus, il a eu un petit coup de pouce de la part de l'arbitre. Je il y a d'ailleurs un des juges qui a donné, 18 dans ce round-là, qui a jugé le knockdown, qui a en fait déjugé l'arbitre et qui a compté la chute au tapis comme un knockdown. Bon, c'est pas quelque chose qu'on voit très souvent, mais je suis pas complètement en désaccord avec lui. Je trouve que ça aurait dû être compté comme une chute au tapis parce que c'est pas uniquement ce dernier coup en arrière de la tête qui a fait en sorte que Vlasov aille au tapis. C'est vraiment tout ce qu'il y a eu avant. Il était ébranlé, il avait plus les jambes solides et à mon avis, il serait tombé sans ce coup-là. Donc, Ouais, cette scène-là, un ça a un d'ailleurs, donné, droit à un peu de c'est un énorme cafouillage parce qu'on a vu, un membre ouais. de Top Rank et un autre de Star Boxing, se diriger vers le ring, là, manifester leur mécontentement pour la simple et bonne Mmh. raison qu'au lieu de se retrouver dans un des 2 coins neutres, Vlasov, ben, est retourné dans son coin, donc a pu recevoir des instructions, de son équipe, qui était dans le coin, donc ça c'est une mauvaise décision, là, sur toute la ligne de l'arbitre, là. Bon, ça Ouais. ultimement, moi, je crois que le bon boxeur a été donné gagnant, là, mais c'est toujours Mmh. plate là, que des événements comme ceux-là là, puissent interférer en bout de ligne dans le résultat. Tu évoquais tantôt la Ouais. difficulté à Smith de peut-être trouver des solutions et j'ai lu, je pense que c'est notamment là, le chroniqueur Steve Kim. Lui, il ne faut pas ménager ses mots. Il critique là, clairement l'entraîneur Jerry Capobianco. Puis me demandait, Adrien, est-ce que tu crois que dans la perspective d'un affrontement avec Arthur Beterbiev, parce qu'on veut une méga unification de ceinture, est-ce qu'un boxeur que Smith, dont on sait, c'est un homme qui est extrêmement loyal, mais est-ce qu'il gagnerait peut-être à aller voir d'autres entraîneurs pour un peu s'améliorer? Parce que je ne vois pas à quel point Smith peut battre un boxeur comme Arthur Beterbiev. Oui et non, parce que oui, ça va lui apprendre d'autres choses, mais je pense qu'il faut toujours au moins 2, 3 combats pour que la patte d'un entraîneur se fasse sentir sur son poulain. Il faut au moins 2 ou 3 camps d'entraînement pour vraiment, intégrer des nouveaux concepts et des nouvelles manières de faire. Donc si son prochain combat est contre Beterbiev, à mon avis, c'est trop tard pour faire un changement d'entraîneur et aussi, il faut voir quel type de boxeur tu es. Il y a des boxeurs qui apprennent très vite, qui sont des bons élèves, qui sont des éponges et qui vont, assimiler très rapidement. Alors que je pense que Smith, lui, au niveau technique, c'est quand même, je vais pas dire un peu limité, on va dire. Comme ça, ses gros atouts, c'est sa force de frappe, sa mâchoire et sa détermination. Et ça, c'est pas forcément des choses que tu peux travailler à l'entraînement. Et ce qui va travailler à l'entraînement, c'est plus technique et c'est pas son gros point fort. Donc, je pense pas que pour ce combat contre Beterbiev, ça fasse une grosse différence. Il aurait pu changer peut-être un peu avant, mais en même temps, comme tu dis, et comme on parlait tout à l'heure, le lien entre l'entraîneur et le boxeur, il est très important. Il faut que ça soit un entraîneur qui te connaît bien, qui sait comment tu vas réagir, qui connaît bien tes atouts, qui t'a vu à l'entraînement encore et encore faire du sparring et comment tu réagis en sparring quand tu te fais faire mal, quand tu es fatigué et qui est capable de voir l'ensemble de tes capacités de boxeur pour en tirer le meilleur lors d'un combat. Donc je trouve que c'est compliqué de changer d'entraîneur comme ça pour un gros combat, un combat majeur. Vaut mieux être un petit peu dans tes pantoufles si tu veux, être, confortable dans ce genre de combat-là et avoir un environnement que tu connais bien. Ouais, puis on le voit, hein, notre ami Mathieu Boulay a publié la nouvelle il y a quelques jours. Hein. Steven Butler, qui avait quitté Rénal Boisvert pour aller s'entraîner aux côtés de Mmh. Mike Moffat, ben, a décidé de retourner avec l'homme qui l'avait formé, c'est-à-dire Rénal Boisvert. Donc, des fois, ça peut sembler beau sur papier de dire qu'on gagnerait à entendre d'autres voix, mais c'est un processus, comme tu l'as bien expliqué,
qui est plus complexe qu'il n'y paraît à première vue. Adrien, on va Mmh. passer immédiatement au combat à surveiller. Le temps Ouais, passe tellement vite et c'est pas l'action qui manque au cours des prochains jours, à commencer par jeudi 22 avril. C'est disponible sur la plateforme Twitch. C'est Christian Mbili qui va affronter Jesus Antonio Gutiérrez. Bon, enfin un combat pour Mbili. On a l'impression que ça allait de report en report. Il y avait toujours quelque chose. Bon, un adversaire là, qui est dérangé par les conséquences du coronavirus. Encore, ben, on rentre dans une zone où c'est très risqué d'affronter Mbili et la récompense est tout ouais. simplement pas là. Et il affronte un boxeur qu'on connaît bien parce qu'il a affronté Gabriel Rosado, Steven Butler et Esquiva Falcao, a perdu chaque fois. Donc, ça va être, disons, assez facile de se prêter au jeu des comparaisons. Butler, si ma mémoire est bonne, là, dans un gala qui était présenté à Rimouski, il l'avait battu en 2 rounds. Donc, un petit peu de pression pour MBD de Ouais. faire mieux au jeu égal avec son coéquipier chez Eye of the Tiger. Ouais et donc c'est une bonne mesure de comparaison, mais c'est aussi une bonne chose d'avoir ce genre de combat pour revenir parce qu'on a vu avec cette période de coronavirus, cette pandémie, ce contexte, exceptionnel, on a vu beaucoup de surprises parce que les boxeurs déjà ont eu une longue, période d'inactivité. On voit beaucoup de boxeurs qui ont 1 an et demi, 2 ans sans boxer. Ils ont aussi eu beaucoup de mal à s'entraîner parce qu'il y avait beaucoup de limitations au niveau du sparring, au niveau des salles d'entraînement. Donc, ça fait beaucoup, beaucoup de choses qui dérangent la routine d'un boxeur et il y a rien qui remplace le ring. Donc quand tu as de longues absences comme ça et qu'en plus tu as des difficultés, pour t'entraîner et ben, on peut voir des surprises. Donc, c'est le danger qui guette, les boxeurs en ce moment. Et c'est une bonne période pour être, un négligé parce qu'il y a quelques surprises, en ce moment depuis la reprise de la boxe après le début de la pandémie. Donc, c'est pas plus mal d'avoir des combats de reprise comme ça, où l'adversaire est peut-être pas le plus dangereux. Il faut retrouver les sensations du ring avant de passer. Il faut pas tout de suite reprendre des combats de haut niveau, à mon avis, c'est risqué. Ça peut marcher, mais c'est quand même, risqué et dans le cas d'Embelly, c'est un grand talent et on a hâte de le voir, dans des combats de plus haut niveau parce que c'est ce qu'il mérite. Mais en attendant, avec le contexte actuel, c'est une très bonne chose qu'il retrouve l'action, avec toutes les difficultés qu'il a eues, dans les derniers mois. Ça se poursuit samedi 24 avril, 22 heures en direct sur les ondes de RDS. Emmanuel Navarrete qui affronte Christopher Diaz. C'est une première défense pour Navarrete de son titre des poids plumes de la WBO. On se souvient, avait été champion dans la Mmh. catégorie inférieure, avait notamment battu 2 fois Isaac Dogboe. Ça n'a pas nécessairement été convaincant, hein, ça, un premier combat chez les poids plumes contre Ruben Villa. Très, très courte victoire par décision unanime. Dans le fond, c'est 2 chutes au plancher en début de combat qui ont fait toute la différence. Est-ce que c'était une petite erreur de parcours pour Navarrete? Est-ce qu'il a atteint sa limite dans cette catégorie? Qu'est-ce qu'on doit penser? Là, c'est un adversaire qu'on connaît, notamment affronter Shakur Stevenson, puis ça n'a pas été Mmh. nécessairement très bon, mais en même temps, pas mal tout le monde est ordinaire contre Ouais. Shakur Stevenson. Exact et Diaz est quand même un bon boxeur, c'est un bon technicien, un gars qui a une force de frappe, respectable et surtout c'est un gars qui recule pas, qui rechigne pas à échanger. C'est son caractère, même quand il se fait faire mal. Je me souviens de son combat contre Masayuki Ito. Il était allé au plancher et en se relevant, eh ben, il était allé vers le japonais et il est allé pour se battre et il avait fini, par aller jusqu'en décision. Il avait perdu ce combat, mais c'est dans son caractère d'aller au combat, mais c'est aussi peut-être ce qui va causer sa perte contre Navarrete parce qu'on sait que le Mexicain frappe très, très fort, heu et tu l'as dit, c'est une nouvelle catégorie et de changer de catégorie, c'est que 4 livres entre 122 et 126 livres, entre les super coqs et les plumes. Mais 4 livres, quand tu en pèses 122 et ben, c'est quand même un gros pourcentage de ton poids. Ça fait quand même une belle différence donc les coups de Navarrete portent moins, ceux de l'adversaire font peut-être un peu plus mal. Son avantage de carrure est moins marqué que dans la catégorie inférieure, mais malgré tout, ça reste un gars qui a une très longue portée et on parlait tout à l'heure avec Vlasov d'un style inhabituel et ben, Navarrete, lui, c'est exactement la même chose. Il y a personne qui se bat comme lui. Il croise les pieds, il fait des erreurs techniques de partout, mais ça marche.
mais ça marche et ça donne des combats très excitants. Donc celui-là contre Diaz, à mon avis, va être, rempli d'action aussi. Je pense que son combat précédent qui était peut-être un peu décevant, c'est une erreur de parcours. C'est aussi le fait qu'il arrive dans une nouvelle catégorie. Là, il aura un petit peu mieux assimilé le poids, donc je pense qu'on va voir un meilleur, Emmanuel Navarrete face à Diaz. Surveillé en demi-finale, ben, c'est Edgar Berlanga. Hein, il va tenter de prolonger à 17 sa série de victoires par knockout au premier round. Hein, 17, 16 victoires de cette manière en autant de combats depuis le début de sa carrière. Puis affronte un boxeur, un Américain du Maryland, qui lui a déjà été battu 2 fois avant la limite depuis le début de sa carrière, dont une contre Jesse Hart, un boxeur qu'on connaît bien. Mmh. Et c'est également 20 de ses 23 victoires sont par knockout, donc quelqu'un qu'on peut s'attendre là, qui est axé sur l'attaque. Donc un ingrédient parfait. Là. On a l'impression que Ouais. la série de victoires explosives va se poursuivre. Oui et c'est aussi pour ça qu'on a choisi cet adversaire parce qu'on veut améliorer le record de Berlanga, faire en sorte qu'il ait une série de KO premier round la plus longue possible, parce que c'est ça qui vend bien évidemment, ça fait parler de lui. On parlait en début d'émission de l'importance de l'image, des médias sociaux et cetera. Bah, ça, c'est le genre de choses qui va faire parler. Même si tu connais pas Berlanga, on te dit: «Le gars a 16 KO au 1er round dans 16 combats», tu te dis: «OK, je veux voir son prochain combat». C'est Exactement. ce qui va créer sa popularité et donc on veut forcément, poursuivre cette série. Donc on lui donne un adversaire qui va lui permettre de le faire. Ensuite, Adrien, un super samedi, le 1er mai. 2 finales mettant en vedette des poids lourds. Ça commence Mmh. en début d'après-midi à 15 heures sur DAZN. Derek Chisora qui affronte Joseph Parker. Je trouve que c'est un combat qui est quand même assez intéressant parce que je le trouve très Ouais, équilibré et surtout que le gagnant, ben, il va immédiatement au Royaume-Uni se remettre dans les conversations pour un combat contre tous les autres poids lourds qui sont présentement en vedette là, dans la catégorie reine de la boxe. Chisora, il y a plus d'une défaite en carrière. D'ailleurs, il revient d'une ouais. défaite contre Alexander Usyk, tandis que Parker, lui, depuis qu'il a perdu contre Dillian White, ben, a remporté ses 4 derniers combats. Donc, une confrontation, comme je l'ai dit d'entrée de jeu, là, qui s'annonce assez intéressant. Ouais et là encore, ça rejoint ce qu'on disait en début d'émission, l'image que tu donnes. Android a 0 défaite et pourtant il y a beaucoup de gens qui sont pas intéressés par ses combats. Chisora, il en a 10 des défaites et pourtant les gens veulent voir ses combats parce qu'ils savent que c'est tout un guerrier qui va toujours donner un excellent combat et même dans ses défaites, il a fait travailler ses adversaires. Même ses 2 défaites contre Dillian White, ça a été des combats très, très serrés, une décision partagée. L'autre décision très, 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 très serrée donc c'est un gars que tu sais qu'il va toujours donner un effort A+. Il offre un défi physique, il frappe très fort, il a une très, très bonne mâchoire, il garde un rythme effréné dans le combat, il te fait travailler très fort et de l'autre côté, tu as Joseph Parker, un ancien champion du monde, qui lui a une technique plus raffinée, qui est plus un boxeur à distance, qui a travaillé sur sa puissance, dans les derniers combats, qui met un peu plus l'accent sur la force de frappe, mais c'est son jab qui va être la clé pour lui. Il va falloir qu'il essaye de tenir au maximum Chisora à distance, même si c'est impossible de le faire dans tout le combat. Donc, quand ça va pas être le cas, eh ben, il va falloir qu'il essuie la tempête à l'intérieur parce que il va y avoir des moments où il va se retrouver dans les câbles, où Chisora va peser tout son poids sur lui, va lancer des crochets de tous les côtés. Il va falloir résister à ça et c'est intéressant parce que les 2 poids lourds ont montré qu'ils avaient de la puissance, mais ils ont aussi montré de la vulnérabilité. Ils sont tous les 2 déjà allés au tapis à plusieurs reprises. Ça risque d'être un combat explosif. C'est un gala sur lequel il y a également des boxeurs très connus là, en sous-carte. Je pense Ouais. notamment à la championne incontestée des poids légers, Katie Taylor, ou encore le super champion des poids mi-lourds de la WBA, Dimitri Bivol. Ça fait un peu Mmh. penser dans la même lignée que Demetrius Andrade. On le sait qu'il est bon, Exact. Bivol. Mais on veut des vrais combats contre les meilleurs. Et là, il affronte un Mmh. Britannique du nom de Craig Richards. En tout cas, sur papier, là, c'est un affrontement qui est complètement inégal. Dommage parce que Bivol, on le connaît très bien, on l'a vu contre Jean Pascal, c'est quelqu'un qui Mmh. possède de très, très grandes qualités. C'est contre Beterbiev, contre Joe Smith qu'on veut le voir. C'est contre Ouais. les meilleurs de la profession, là, pas contre quelqu'un qu'on apprend l'identité en ce moment.
Ouais, et écoute, je te cacherai pas, j'ai dû aller regarder sa fiche sur BoxRec pour savoir qui il était, donc c'est on se doute que c'est Bivol qui va l'emporter, il a un talent fou, mais ta comparaison est excellente avec Andrade. C'est le genre de boxeur qui peut, être sur le cruise control pour aller jusqu'à une décision plutôt que de prendre des risques, inconsidérés pour un knockout. On peut les comprendre, c'est la chose intelligente à faire, sauf que c'est pas forcément ce qui intéresse le grand public. Pourtant, Bivol a la force de frappe pour le faire et je pense que là, c'est un petit peu dans cette optique-là qu'on lui met un adversaire de niveau moindre pour qu'il réussisse un KO, que ça fasse un beau highlight à passer en boucle et qu'on le remette un peu dans la conversation pour affronter les champions, de faire mousser un petit peu sa popularité et aussi, comme je disais tout à l'heure, avec la pandémie et les longues absences, les longues périodes, d'inactivité, c'est important d'avoir des combats de reprise et on a beaucoup de noms, importants en sous-carte, mais qui n'ont pas des adversaires, il y a Chris Eubank aussi, mais qui sont face à des adversaires, de niveau, nettement inférieur. On sait qu'ils vont gagner, c'est quasiment écrit à l'avance, mais c'est aussi une manière de les remettre dans le bain, de leur refaire retrouver les sensations, dans le ring. Ouais, parce que pour Bivol, là, c'est un premier combat depuis octobre 2019, donc évidemment, il faut recommencer tranquillement avant de s'attaquer peut-être à un plus Mmh. gros morceau. Et le clou de la soirée, à compter de 21 h, c'est un événement qui est présenté à la télévision à la carte, c'est Andy Ruiz qui affronte Chris Arreola. Pour Ruiz, eh bien, c'est évidemment un premier combat depuis sa défaite dans le combat revanche contre Anthony Joshua, et c'est littéralement un nouveau Andy Ruiz, hein? Aux Ouais. côtés d'Eddie Reynoso, l'entraîneur de Canelo Alvarez, et c'est complètement transformé, hein. Il est passé du grassouillet poids lourd qu'on disait, bon, possède une bonne technique, c'est pas un pied de céleri, c'est pour ça qu'il a gagné à un poids lourd qui est de la nouvelle génération, là, qui est coupé au couteau. Et Mmh. tout le monde a hâte de le voir. Et contre Areola, c'est un boxeur qu'on connaît très bien, surtout qu'on connaît très bien les Oui. limites. Donc, c'est un combat là, qui va. Est-ce que ça va permettre à Andy Ruiz de se mettre en valeur puis de revenir dans les conversations, qui sait, pour un troisième combat contre Anthony Joshua? Ouais, je pense que oui et j'ai bien hâte de voir, à quoi ressemble cette nouvelle version de d'Andy Ruiz parce que tu l'as dit, transformation physique chez lui. On a vu quelques photos, c'est assez impressionnant, cette perte de poids. Il s'était, un peu perdu entre les 2 combats contre Joshua mentalement. Là, il s'est repris en main. Après sa défaite, et il a une très bonne équipe derrière lui. On sait que Reynoso est devenu un des meilleurs entraîneurs au monde. Bien sûr, c'est l'entraîneur de Canelo Alvarez, mais il en a aussi d'autres, Ryan Garcia notamment. C'est Oscar Valdez aussi récemment. ouais, ouais, donc des boxeurs de très haut niveau et ça fait un environnement de champion, qui te mette dans un état d'esprit où tu veux, avoir la même chose que tes collègues que tu vois tous les jours qui ont eu une ceinture et qui ont beaucoup de succès. Tu veux retrouver ça dans le cas de Andy Ruiz. J'ai hâte de voir et puis c'est un bon combat de reprise après une longue absence. Ça fait un petit moment là, ça fait plus d'1 an et demi, ce Ouais, c'est combat décembre contre, 2019, là, la revanche, Joshua ouais. Ruiz. Donc ça commence à dater, mais Areola, on le connaît, lui aussi, ça fait encore plus longtemps qu'il ne s'est pas battu, Areola. Il y avait déjà eu une période d'inactivité de 3 ans après sa défaite contre Wilder et là, ça fait au moins 2 ans, je pense, qu'il s'est ou peut-être un peu moins de 2 ans qu'il ne s'est pas battu. Donc Contre Adam attention à la Kownacki. rouille, ouais. Oui, ça avait été un combat avec énormément de coups lancés. Je pense que ça avait été un record du nombre de Ouais, tout coups à fait. lancés chez les poids lourds. 1125 coups lancés par Chris Arreola. Par des C'est par un, des poids lourds? c'est un record dans les 34 ans d'histoire de CompuBox. On nous dit qu'il n'y a jamais autant de coups qui avaient été lancés par un poids lourd. Je pense que c'est un record jusqu'au si tu descends jusqu'au poids moyen, ça pourrait même être un record. C'est incroyable de voir un poids lourd lancer autant de coups. Là, par contre, s'il fait la même chose, qu'il lance autant de coups contre Ruiz, il va se faire contrer par les mains très, très rapides de Ruiz, surtout s'il est plus affûté, physiquement. J'ai hâte de voir à quel point ça va affecter, sa boxe, Ruiz, ce changement de physique. Ça risque pas de le limiter au niveau de la vitesse. Par contre, ça risque d'améliorer son jeu de pied, qui était son gros défaut. Il était très, statique. Là, j'ai l'impression qu'on va voir un Ruiz peut-être un petit peu plus mobile et ça va faire qu'améliorer le produit final parce que c'est un gars qui a une bonne technique des mains rapides, une bonne force de frappe.
J'ai hâte de voir la nouvelle version de Ruiz parce que ça risque d'être très intéressant. Je disais que c'est un événement qui commence à la télévision à la carte à 21h, mais il y a aussi une portion gratuite sur Fox qui commence à compter de 19h et c'est 2 combats de championnat du monde, dont un qui met en vedette Erislandy Lara, hein. Ça, c'est le boxeur Mmh. qui a jamais autrement perdu que par décision majoritaire ou décision partagée. On se rappelle du combat difficile qu'il avait donné à Canelo Alvarez. Et pour Lara, c'est Ouais. une forme de nouveau départ parce qu'il a toujours évolué chez les poids super mi-moyens à 154 livres. Là, il va tenter de devenir champion chez les poids moyens à 160 livres. Et on parlait de Mmh. BoxRec. Son adversaire, Thomas Lamana, j'ai regardé sa fiche, parce que je ne le connaissais pas vraiment. Il a Mmh. davantage l'air du gars qui rentre les données sur BoxRec qu'un boxeur. Vraiment. Exact. Quand j'ai Donc, vu sa ça, photo, je dis: «Attends, c'est lui le boxeur, c'est pas une erreur, ils se sont pas trompés dans la photo avec ses lunettes». Il a l'air, exactement on dirait un bibliothécaire ou je sais pas, mais il a pas du tout l'air d'un boxeur et face à un talent contre Islands Lara. Lara, c'est un boxeur pur, de l'école cubaine, une technique impeccable, un gars très, très compliqué à manœuvrer. Et il faut voir à quel point il va s'adapter à ce nouveau poids parce que il a fait toute sa carrière à 154, il était toujours très, très affûté, pas de problème pour faire le poids, chez les super mi-moyens. Mais c'est, tu l'as dit, le gars qui, avec Golovkin, qui a offert le combat le plus compliqué à Canelo Alvarez. Et il a même, une de ses défaites qui était contre Paul Williams, qui était une des pires décisions que j'ai jamais vues. Il a largement remporté ce combat-là. Donc c'est un boxeur qui a très, très rarement, perdu des rounds, dans ses combats. Donc ou qui a toujours été très, très compétitif. Contre Jarrett Hurd, il avait perdu, mais ça avait été, avec un knockdown au 12e round qu'il avait perdu. Enfin, il est toujours, toujours un boxeur d'élite depuis des années et des années et bah, une nouvelle catégorie pour lui avec des champions intéressants. On parlait tout à l'heure d'Android qui a du mal à trouver des adversaires. Peut-être que ça serait un adversaire possible pour Android, qui sait? Mais ce combat-là, il est un peu gagné d'avance parce que son adversaire, est pas très c'est pas du tout la menaçant, même feuille de route, là. C'est pas non, du non, tout non. comparable. Non, donc c'est un petit peu, ben, comme on disait tout à l'heure sur l'autre carte, avec les Britanniques. Là, c'est une carte avec beaucoup de Mexicains, mais à part la finale, on voit beaucoup de noms connus, mais leurs adversaires sont pas forcément, les plus intéressants, mais c'est pour les mêmes raisons. Retour après une longue absence pour retrouver les sensations. C'est la même chose pour, Sébastien Fundora qui est, un boxeur incroyable qui mesure 6 pieds 6. Pour sa catégorie, ça a aucun sens. C'est une tour, il fait 2 têtes de plus que tout le monde, et il lance énormément de coups avec de la puissance, donc c'est toujours intéressant à voir, mais là, l'adversaire est moins menaçant, mais comme on l'a dit, une question de contexte, du contexte actuel. Ouais, puis on sent là, que c'est vraiment reparti là, pour l'industrie de la boxe, là. PBC qui a Mmh. annoncé sa programmation là, au cours des prochains mois. Il y a plusieurs combats de championnat du monde qui s'annoncent extrêmement intéressants. On a vu par endroits le public était de retour, notamment le combat Ouais. de Joe Smith là, avec la vaccination qui avance aux États-Unis. Donc, on sent que cette industrie-là, là, que 1001 défis devant elle pour toutes les circonstances qu'on connaît. Là, on est prêt à remettre le pied sur l'accélérateur. Eh ben, c'est tant mieux pour nous parce qu'on Mmh. va avoir de nombreuses choses à, à discuter, plusieurs combats intéressants à se mettre sous la dent au cours des prochains mois, tant sur la scène locale. Camille et Stéphane a annoncé plusieurs dates. On sait Marie-Ève Dicker, Oscar Ouais. Rivas, on a parlé d'un combat ici au Québec. Donc, c'est avec grand plaisir qu'on va approcher ces combats-là au cours de nos prochains épisodes. Exact, et je fais juste un dernier petit mot, parce que je pense qu'on approche, de la fin, pour parler d'un combat qui était, la semaine précédente. On est passé on n'en a pas parlé, je veux juste, dire un mot là-dessus sur Jaron Ennis, qui m'a vraiment très, très impressionné. Il a fait une démonstration complète contre Sergey Lipinets. Il a dominé le combat de A à Z. Il a tout ce qu'il faut. Techniquement, il a vraiment absolument toutes les armes. Une défense exceptionnelle. Il a un super coup d'œil, autant pour voir les coups arriver que pour voir les ouvertures. Il a un arsenal de coups très varié. Il est rapide, il est précis, il est puissant. Il peut boxer ambidextre, gaucher ou droitier. Il est aussi efficace des deux côtés.
Il monte les échelons très, très rapidement parce qu'il n'a que 23 ans et dans la catégorie des mi-moyens chez PBC, il y a des clients, il y a Ugas, il y a Danny Garcia, il y a Sean Porter, il y a Keith Thurman. Donc je pense qu'on va le voir à son prochain combat contre Hans Segala et je pense qu'il a le talent pour aller encore plus haut, pour aller vers les Spence et les Crawford. La catégorie des mi-moyens pardon, est très, très excitante en ce moment. On a 2 des top 10 livre pour livre entre Spence et Crawford. On a une légende avec Pacquiao. On a des gars établis, je viens de les nommer, Ugas, Danny Garcia, Keith Thurman, Sean Porter. On a des jeunes qui montent, Jaron Ennis, Virgil Ortiz. On a vu aussi la semaine dernière Stan Ionis, qui est pas mal du tout, un boxeur de pression avec un excellent jab. Donc il y a une grande relève dans cette catégorie, alors qu'il y a déjà des champions établis et des top 5 même livre pour livre. Donc, j'ai hâte de voir les prochains mois dans cette catégorie. Ça risque d'être très, très excitant. Ouais, ben, tous ceux qui faisaient partie du dernier cycle olympique là, arrivent un peu d'une certaine Mmh. manière à maturité. Hein. Ça, tu sais, ça va arriver prochainement s'ils sont présentés, mais ça va faire la même chose avec les Jeux de Tokyo. Hein. Il y en a plusieurs Ouais. les boxeurs qui vont avoir le mieux performé vont être mis sous contrat par les différents promoteurs, puis on va attendre 3 4 ans, puis ils vont devenir des incontournables en boxe Mmh. professionnelle, on l'espère. Hein. Ça démontre la difficulté de rester au sommet année après année. Hein. Un Ouais. boxeur comme Pacquiao, là, ça démontre à quel point c'est une force de la nature d'une certaine manière parce qu'il Mmh. y a toujours de nouveaux boxeurs qui arrivent et qui sont prêts à tout pour, disons, s'emparer du sommet de la montagne. Adrien, ben, c'est ce que tu l'as évoqué, hein, c'est le temps passe tellement vite. C'est ce qui fait le tour Ouais. complet de l'actualité, comme à chaque, comme chaque 2 semaines maintenant. On vous invite à visiter le rds.ca/balado-diffusion ou encore l'application iHeartRadio pour découvrir le tout contenu qui vous est proposé. Donc, au nom de Luc Dansereau à la production, Roxane Clermont à la mise en onde, Adrien Meur, ici Francis Paquin qui vous remercie d'avoir été des nôtres et qui vous dit à bientôt. Ciao.